Dans cette vidéo, parlons de l'électronégativité et de la polarité à la fois d'une liaison et d'une molécule. Alors, l'électronégativité d'un atome, qu'est-ce que ça peut être? Alors, c'est la capacité en fait d'un atome à attirer à lui des électrons d'une liaison covalente qui le relie à un autre atome. Vous savez que une liaison covalente, c'est un électron célibataire de chacun des deux atomes de part et d'autre de cette liaison. Eh bien, en fait, ils ne sont pas répartis forcément de façon équilibrée entre les deux. Donc, il y a éventuellement un atome qui va avoir tendance à plus les attirer que l'autre, et c'est ce qu'on va appeler l'électronégativité. Alors, plus un atome est électronégatif, donc plus il attire les électrons de la liaison covalente. À l'inverse, vous aurez le terme électropositif, d'accord? C'est-à-dire que un atome, plus il sera électropositif, plus il aura tendance à repousser les électrons. Donc elle se note par la lettre grecque psi, cette électronégativité. Exemple de la molécule d'eau. En fait, dans cette molécule d'eau, vous allez avoir ce qu'on appelle des charges partielles. Donc les atomes qui ont tendance à être électronégatifs et à gagner, et à attirer plutôt des électrons à eux, auront des charges partielles petit delta moins. Et les atomes qui auront tendance à être plutôt électropositifs auront une petite charge partielle positive plus. D'accord? Donc vous avez un hydrogène ici qui est delta plus, un autre hydrogène ici qui est delta plus, donc vous aurez delta moins, 2 delta moins ici pour l'oxygène. Vous savez que l'oxygène a notamment deux doublets non liants, donc il est riche en électrons, il a tendance à être beaucoup plus électronégatif. Alors, les atomes les plus électronégatifs, c'est généralement l'azote, l'oxygène, le chlore et surtout le fluor qui est l'atome le plus électronégatif de tous. Et notamment dans ce qu'on appelle l'échelle de Pauling. L'échelle de Pauling, Linus Pauling a travaillé sur l'électronégativité et il a dit que l'électronégativité d'un atome augmentait de bas en haut dans le tableau périodique et de gauche à droite. Donc, l'atome le plus électronégatif, c'est le fluor, on est presque à 4. D'accord? Les moins électronégatifs sont donc par ici. Alors, reprenons notre molécule d'eau. Ici, vous avez donc, en rouge, une densité plus importante d'électrons et en bleu, une densité moins importante d'électrons. Donc, vous voyez que ici, le rouge est plus sur l'oxygène, donc il y a plus d'électrons sur l'oxygène. Toujours pareil, avec nos delta plus et nos delta moins. Maintenant, observons ce qu'on appelle une liaison polaire ou apolaire. Alors, une liaison covalente peut avoir plusieurs cas. Elle peut lier deux atomes qui ont une différence d'électronégativité importante. On va dire que la liaison est polaire. Donc les électrons ne sont pas répartis de manière symétrique entre les deux atomes. Vous avez un doublet d'électrons plus proche de l'atome, on a dit donc électronégatif. Et l'atome électronégatif donc porte la charge locale partielle notée delta-. Le moins électronégatif, donc on l'a dit, sera noté delta+. Typiquement, une liaison entre l'hydrogène et le chlore. Vous voyez, l'hydrogène sera delta+, le chlore delta-. Vous savez que sur le chlore, vous avez 3 doublets non liants, donc il est riche en électrons, il a tendance à attirer à lui des électrons. Donc les deux électrons célibataires, même si vous avez une liaison covalente, bah, je les ai symbolisés ici, ils seront plus proches, tous les deux, globalement, du chlore, même si ça forme quand même une liaison. Mais elle ne sera pas symétrique, elle sera antisymétrique. Maintenant, lorsqu'une liaison covalente lie des atomes d'électrons identiques ou d'électronégativité peu différente, la liaison est dite non polaire ou apolaire du A privatif. Les électrons sont répartis équitablement, ou presque, entre les deux atomes. Typiquement, si les atomes sont identiques, ils sont bien centrés et symétriques. Et une liaison entre un carbone et un hydrogène, la différence d'électronégativité est peu importante, donc on considérera qu'une liaison entre un carbone et un hydrogène, une liaison CH, est apolaire également. Une remarque, lorsque la différence d'électronégativité est extrêmement forte, l'atome électronégatif capte entièrement le doublet d'électrons et les deux deviennent des ions. On parle d'une liaison ionique. Voilà, donc là, entre l'ion sodium et l'ion chlorure, vous voyez que l'ion chlorure va capter entièrement les deux électrons, donc va avoir tendance à saturer sa couche
à 8 électrons à respecter la règle de l'octet, c'est pour ça qu'il y a un moins, il y a un doublet supplémentaire. Passons à la polarité d'une molécule. Alors, il y a une méthode pour déterminer le caractère polaire ou apolaire d'une molécule. On commence par étudier la polarité de chaque liaison. On détermine ensuite ce qu'on appelle le centre géométrique des charges partielles positives et celui des négatives. Donc la polarité, elle ne dépend pas que des liaisons polaires, elle dépend aussi de sa géométrie. Ce n'est pas parce que vous avez des liaisons polaires dans une molécule que la molécule sera forcément polaire. Alors, si le centre géométrique des charges partielles positives et celui des charges négatives ne coïncident pas, alors la molécule sera polaire. S'ils sont confondus, on dira qu'elle est apolaire. Donc, ici avec l'eau, vous voyez que l'ensemble des charges partielles négatives, il est sur l'oxygène. Donc, alors, on l'a mis là pour qu'il soit bien visible, mais en fait, il est là, hein, il est bien au centre de l'oxygène. Donc, c'est petit, c'est grand G moins, grand G pour, entre guillemets, le centre de gravité. Donc, toutes les charges négatives sont au même endroit, donc c'est sur l'oxygène. Lui, il bouge pas. Par contre, les charges positives sont à la fois ici, sur l'hydrogène, et sur cet hydrogène-là. Donc, il y en a autant de chaque côté, donc le centre de gravité, le centre géométrique des charges positives, sera au milieu des deux. Donc G+. Vous voyez que G- et G+, ne coïncident pas. Nous aurons donc une molécule d'eau qui est polaire. Vous avez ce qu'on appelle un moment dipolaire pour chaque molécule, qui part du point, pour chaque liaison, qui part du point négatif, du centre de la charge partielle négative, vers la charge positive. Alors, en fonction de l'intensité du moment dipolaire, c'est représenté par un vecteur d'une norme, donc d'une longueur différente. Donc là, je l'ai fait arbitrairement de cette longueur-là. Donc, l'autre sera de même longueur. Et par une relation de Charles, ça vous l'avez appris en seconde, le moment dipolaire total de la molécule résultant sera la somme des deux vecteurs. Donc, c'est comme si vous aviez aussi ce vecteur-là, que je pouvais mettre, que je le translate et que je peux mettre à la suite de l'autre, ici, pour avoir mon vecteur total résultant vers le bas. Donc, un moment dipolaire total va toujours de la charge négative, donc de G-, vers G+ total de la molécule. Et lorsque vous avez un vecteur, donc un moment dipolaire non nul, ce qui est le cas ici, on le voit, votre molécule sera polaire. Inversement, le CO2. Vous voyez qu'il y a 2 delta plus pour le carbone. Pourquoi? Parce que delta moins sur l'oxygène, delta moins sur l'oxygène. Mais si on trace les deux moments dipolaires de chaque liaison, il y en a un qui part de l'oxygène pour aller vers le carbone, et l'autre va aussi de l'oxygène vers le carbone. Cette fois-ci, vous en avez un qui va comme ça, l'autre va comme ça. On revient au point de départ. C'est-à-dire que la somme de nos deux moments dipolaires vaut 0, le vecteur nul. Ça veut dire que ici, nos points G-, qui est ici, et puisque vous en avez une à gauche et une à droite, est au même endroit que G+, qui est forcément au niveau du carbone. Donc, même si pour le CO2, vous avez deux liaisons qui sont tout à fait polaires, deux doubles liaisons CO, le CO2, comme il est symétrique, la molécule est apolaire.